La place de plus en plus importante prise par la Chine sur le continent africain ces 20 dernières années amène le reste du monde à se poser de nombreuses questions. Depuis que l'Empire du Milieu s'est ouvert au monde occidental au début des années 80, il a su faire tout ce qu'il fallait pour s'assurer d'une présence constante et même rassurante aux côtés des peuples d'Afrique. À tel point que la Chine est devenue, dès 2009, le premier partenaire commercial de l'ensemble du continent, damant le pion aux États-Unis, à l'Inde et même à la France, et qu'elle n'est pas prête à perdre sa place. Alors, que fait la Chine en Afrique ? Quelles sont exactement les caractéristiques de cette nouvelle relation que certains n'hésitent pas à qualifier de Chine-Afrique, en référence à la France-Afrique et à un passé colonial houleux ? La Chine, sous couvert de vouloir développer de saines relations commerciales et politiques et d'apporter son aide au développement du continent, essaie-t-elle en réalité de s'emparer des territoires du berceau de l'humanité ? Aujourd'hui, nous partons pour les plaines desséchées du désert d'Éthiopie, les savanes foisonnantes du Kenya et les paysages époustouflants de la région des Grands Lacs pour faire le point sur la situation. Mais avant de boucler vos ceintures, et si vous voulez soutenir notre chaîne pour toujours plus d'actualités, d'analyses et de comparatifs, n'oubliez pas de vous abonner et de rejoindre notre fil Telegram. Bienvenue sur Money Radar. Il y a encore de cela quelques décennies, rien ne laissait présager un tel intérêt de la Chine pour le continent africain. Leurs relations commerciales et diplomatiques ont officiellement débuté en 1955 avec la conférence de Bandung en Indonésie. Mais en réalité, jusque dans le milieu des années 60, les Chinois ne voient dans l'Afrique qu'un continent en retard sur le reste du monde, composé de pays sous-développés et qui ressemble étrangement à ce qu'elle-même était avant qu'elle ne devienne une superpuissance mondiale. Sa présence se limite alors à quelques forces militaires déployées pour soutenir l'émergence de nouveaux États et les populations qui luttent pour leur indépendance, comme par exemple le Cameroun en 1960 et 61 ou la Tanzanie et la Zambie en 1965. Ce n'est qu'à partir des années 80 et après l'entrée de la République populaire de Chine au sein de l'Organisation des Nations Unies que Pékin va commencer à s'intéresser de plus près à l'Afrique. À l'époque, nous sommes encore en pleine guerre froide et la Chine, qui ambitionne déjà de redevenir une grande puissance mondiale, a besoin de se trouver des alliés. Beaucoup d'alliés. Puis ces intérêts politiques se transforment progressivement en intérêts économiques. Dans les années 90, les Chinois débarquent de plus en plus nombreux sur le sol africain et leur arrivée suscite beaucoup d'espoir de la part des populations locales. Un partenariat gagnant-gagnant est évoqué lors du premier congrès sur la coopération sino-africaine en octobre 2000, une coopération entre l'Empire du Milieu et les États africains dans un esprit de solidarité, de coopération et de respect mutuel. Investissements, contrats de construction d'infrastructures, sécurité, commerce, matières premières. En 30 ans, Pékin est devenu le partenaire numéro 1 de 53 des 54 pays africains qui sont membres de l'ONU. Alors, qu'est-ce qui intéresse tant la Chine en Afrique ? En réalité, en visant les territoires de pays en voie de développement ou très peu explorés commercialement par les économies occidentales, comme les pays d'Afrique, Pékin poursuit plusieurs objectifs. À commencer par les ressources naturelles. L'Afrique, c'est un terrain de jeu de plus de 30 millions de kilomètres carrés qui regorge de ressources très convoitées par le reste du monde. Elle possède 40% des réserves mondiales d'or, 60% du cobalt et 90% du platine, mais aussi du charbon, du pétrole, du gaz naturel, des diamants, des bois précieux ou encore de l'uranium. Actuellement, 85% du minerai et du pétrole africain partent vers la Chine. Celle-ci s'assure ainsi de sources d'approvisionnement qu'elle garde sous surveillance. Et avec des taux de change qui lui sont extrêmement favorables, elle en ressort grande gagnante. Raison numéro 2, Pékin a aussi besoin de soutien politique. Si la Chine s'efforce de maintenir de si étroites relations avec les pays d'Afrique, c'est aussi et surtout pour s'assurer d'un maximum de soutien au cours des assemblées générales de l'ONU. Les 54 États d'Afrique représentent de potentiels alliés qui pourraient aider Pékin à faire passer les résolutions qui lui sont les plus favorables. Derrière cette volonté de gagner en popularité se cache également un point d'honneur. Les Chinois souhaitent faire reconnaître la République populaire de Chine par tous les États africains. Or, à ce jour, il lui en manque toujours un. L'Eswatini, ancien Swaziland, est un tout petit pays d'1 148 000 habitants situé au nord de l'Afrique du Sud. Et depuis 1949 et la création de la République populaire de Chine, il s'entête toujours à ne pas reconnaître Pékin comme unique gouvernement, alors même que Taïwan, le Challenger, ne revendique plus la souveraineté.
Mais pour les Chinois, ça a du mal à passer et Pékin veut absolument obtenir la reconnaissance diplomatique de 100% du continent. Raison numéro 3, la Chine envisage aussi l'Afrique comme un marché prometteur. Actuellement, 85% des produits manufacturés importés sur le continent africain viennent de Chine. Cela ne représente que 5% du total des exportations chinoises, autrement dit, la marge de progression est immense. D'autant plus que, nous l'avons vu, les taux de change sont favorables aux Chinois. Les produits se vendent facilement et rapportent bien. Raison numéro 4, la Chine veut de l'ordre, de la paix et de la discipline. Dernièrement, elle a renforcé sa présence militaire afin, selon les discours officiels, de prévenir les risques. Des risques qui pourraient courir sur les nombreux ressortissants chinois présents sur le continent en cas de tension politique ou sociale. Ou encore des risques pour les intérêts des entreprises nationales qui disposent d'installations en Afrique, des exploitations pétrolières, minières et même agricoles. Ou encore des risques criminels, comme le terrorisme, le piratage informatique, le braconnage, le trafic d'armes, d'organes, d'êtres humains ou de stupéfiants. Si au contraire des États-Unis, la Chine n'a officiellement pas déclaré d'appétit militaire pour le continent, comme l'autorisation du survol aérien ou l'utilisation des ports et aéroports à des fins stratégiques, elle vient d'installer une base militaire à Djibouti, non loin des Américains, des Français ou des Indiens. Elle a également déployé des troupes armées au Darfour et au Sud-Soudan, plus de 2000 soldats chargés d'assurer des opérations de maintien de la paix sur terre comme dans les eaux territoriales. Et cela inquiète le monde entier. Depuis 20 ans, l'argent chinois coule à flot sur le continent. Les projets de construction des infrastructures qui manquent cruellement à de nombreux pays s'enchaînent à une vitesse phénoménale. Une poignée de multinationales chinoises comme la China Railway Construction ou la China State Construction Engineering se partagent les contrats et dominent le marché africain en maître incontesté. En 2015, un protocole d'accord est signé avec l'Union africaine qui charge la Chine de construire un réseau complet de routes, d'autoroutes, de voies ferrées, de gazoducs et d'oléoducs, de ports et d'aéroports qui relieront à terme les 54 capitales du continent. 6200 km de voies sont déjà en place au Soudan, au Kenya, en Angola, au Nigeria ou encore en Éthiopie, qui a été la première à pouvoir relier sa capitale Addis Abeba à Djibouti. En 2018 a débuté la construction du nouveau quartier administratif du Caire en Égypte, un chantier ambitieux de plus de 3 milliards de dollars qui inclut 20 immeubles et une tour, la Iconic Tower, qui deviendra la plus haute d'Afrique une fois les travaux terminés. En juin dernier, la Chine obtient à nouveau le marché d'extension du port de Mojo en Éthiopie pour 110 millions de dollars. Bref, elle étend sa présence partout et sous couvert de favoriser le développement économique de l'Afrique, elle gagne les faveurs de tous les dirigeants. Mais comment fait-elle pour obtenir toutes ces commandes ? C'est très simple, contrairement aux pays occidentaux, elle finance. La plupart des autres pays ne prêtent plus aux États africains, dont les comptes publics sont souvent chaotiques et qui pour la plupart ne disposent d'aucune réserve de valeur. Mais la Chine est peu regardante sur les conditions d'octroi de ses prêts. Elle vend ses services clés en main. Elle étudie, conçoit et finance, et ce sont les entreprises chinoises qui réalisent les travaux. Mais les capitaux en provenance de Chine sont devenus la première source de financement de tout le continent, et Pékin est aujourd'hui accusé de favoriser l'endettement de pays fragiles. Car dans les années 80 et 90, les pays occidentaux ont dû faire de gros efforts pour aider les pays africains du tiers-monde à redresser leurs finances. Pour cela, ils ont dû accepter de renoncer à leurs créances, en gros d'effacer les ardoises et d'annuler purement et simplement leurs dettes. Une mesure particulièrement efficace puisque l'endettement moyen en Afrique a été ramené à 30% du PIB. Or, depuis l'arrivée de la Chine et la frénésie de dépenses qu'elle a engendrée, il explose et dépasse aujourd'hui en moyenne les 65%. Sur 35 pays qui souffrent déjà de faibles revenus comme l'Angola ou le Mozambique, 15 présentent de graves signes de surendettement. Et ça aussi, ça inquiète le monde entier. Comment tout cela va-t-il évoluer ? Car vous allez voir que le pouvoir de la dette est devenu plus puissant que le pouvoir d'un État. Que se passera-t-il lorsque ces pays ne pourront plus faire face à leurs échéances ? C'est un cas de figure que les banques chinoises prêteuses ont prévu, puisque les crédits qu'elles accordent à leurs clients africains contiennent quelques clauses de garantie. En cas de défaut de paiement, le pays débiteur a par exemple la possibilité de payer sa dette en matières premières ou en produits agricoles. Et s'il ne dispose vraiment d'aucune ressource, alors la Chine prend en échange le contrôle temporaire d'un territoire. C'est ce qui s'est passé au Sri Lanka, un épisode qui illustre parfaitement ce que l'on appelle le piège chinois de la dette. En 2007, le pays fait face à une dette de 8 milliards de dollars qui a servi à financer la construction, par la Chine bien sûr, de nombreuses infrastructures dans le pays.
Devant le refus de Pékin de réaménager le prêt, le Sri Lanka n'a pas eu d'autre choix que de céder les droits d'exploitation du tout nouveau port de Hambantota, situé à l'extrême sud de l'île, et par lequel transite dorénavant une bonne partie des navires chinois. Et cela pendant 99 ans. Les instances internationales n'ont pas vu d'un très bon œil cette annexion silencieuse, et même parfois qualifiée de sournoise, de territoires étrangers. Auraient-elles les mêmes ambitions avec ses clients africains ? Le Soudan ou le Mozambique vont-ils devoir eux aussi abandonner pour un siècle une partie de leur territoire ? Aujourd'hui, l'Afrique fait surtout travailler les entreprises chinoises et achète leurs produits et services. Elle assure à la Chine un approvisionnement régulier en matières premières et denrées stratégiques, lui verse des intérêts, tandis que son influence sur le terrain se déploie lentement mais sûrement. Une influence qu'elle entend aussi utiliser pour favoriser l'un de ses plus gros projets, les nouvelles routes de la soie. Car les ambitions de la RPC ne s'arrêtent pas à l'Afrique. Xi Jinping a clairement annoncé son objectif du millénaire, exporter le mode de gouvernance de la Chine, l'amener à devenir une référence internationale et révolutionner l'équilibre géopolitique mondial. Le grand renouveau de la nation chinoise passe par la reconquête de la place de première puissance économique mondiale. Et pour exporter encore plus rapidement son modèle économique de croissance à marche forcée, il compte sur les nouvelles routes de la soie. Un titanesque chantier de construction à plus de 1000 milliards de dollars, censé accélérer les échanges et réduire les temps de transport par 3 entre la Chine et l'Occident. Réseau routier et ferré, transport de données, construction de pipelines, création de liaisons maritimes et redimensionnement des zones portuaires et aéroportuaires, et même des tribunaux d'arbitrage en cas de litige, la Chine s'occupe de tout. Lancé en 2013, le projet a annoncé l'entrée du pays dans l'ère du renouveau de la nation. Mais il a aussi remporté l'adhésion d'une centaine de pays, dont la Russie, Israël, l'Italie, le Portugal et bien sûr nos 54 États africains. Américains, Français et Canadiens se méfient et n'y voient pour le moment qu'une manœuvre pour renforcer le contrôle de Pékin sur la circulation des personnes, les échanges de marchandises ou d'informations. Mais les efforts de la Chine pour séduire le reste du monde, et l'Afrique en particulier, ne s'arrêtent pas à des financements complaisants et la fourniture de biens de consommation à bas prix. Elle mène une véritable guerre promotionnelle pour améliorer l'image du pays à l'étranger et se faire toujours plus d'alliés. C'est ce que l'on appelle le soft power, une guerre de conquête d'opinion douce, sans douleur et silencieuse. En Afrique, cela se traduit sur le terrain par une présence renforcée de ressortissants chinois, des expatriés par dizaines de milliers, employés sur les chantiers, du personnel de sécurité ou chargés officiellement de missions de maintien de la paix. On recense actuellement autant d'écoles de mandarin que de centres culturels français sur le continent africain. Les Chinois sont partout, ils travaillent sur les exploitations agricoles au Mozambique, encadrent des exploitations pétrolières en Angola, sécurisent leur personnel qui arrive de plus en plus nombreux via des filières parfois illégales, montent des commerces en profitant de leur facilité d'approvisionnement et imposent une concurrence déloyale. À tel point que les populations locales commencent à en souffrir et se demandent où est le gagnant-gagnant promis par Pékin dans les années 90. Selon Emmanuel Véron, chercheur à l'école navale et spécialiste de la Chine, Pékin est en train de définir son agenda en tant que puissance mondiale. La Chine réoriente ses schémas économiques et notamment vis-à-vis de l'Afrique. Autrement dit, la seule option disponible pour sortir l'Afrique des griffes de l'ogre chinois avant qu'elle ne se referme serait de trouver rapidement d'autres partenaires commerciaux en se tournant vers l'Asie du Sud-Est ou l'Europe. Malheureusement, c'est une solution plutôt difficile à mettre en place à présent que les économies des pays africains sont retombées dans le rouge. Dorénavant, et quoi qu'elle fasse maintenant, l'image de la Chine dans le reste du monde comme en Afrique n'est désormais plus ce qu'elle était. Car son vrai visage et ses véritables ambitions se sont révélés avec les faits, tout simplement. Dans un ultime effort pour reconquérir le cœur des Africains, la Chine a aussi réinventé le film de propagande qui se présente maintenant sous la forme de blockbusters à gros budget. Le film d'action Wolf Warrior 2, réalisé en 2017 par le chinois Wu Jing, en est un parfait exemple. On y suit les aventures de Leng Feng, un mercenaire et ancien membre des forces spéciales chinoises. Après avoir démantelé un réseau de trafiquants de drogue en Chine dans le premier volet, cette fois c'est en Afrique que Leng Feng est appelé pour voler au secours d'un village qui lutte avec force contre des trafiquants d'armes européens. 2 heures d'action dans la pure tradition hollywoodienne, bourrée de combats, d'explosions, de poursuites et truffée de références à la puissance et à l'amitié chinoise. Wolf Warrior 2 a été le plus gros succès de tous les temps en Chine et il a rapporté plus de 870 millions de dollars en un mois. Avec ce que vous savez maintenant au sujet des relations entre la Chine et l'Afrique, vous le regarderez sûrement d'un œil différent. Vous pouvez également voir ou revoir notre vidéo consacrée à l'éveil de la Chine en suivant le lien dans le descriptif.
Si notre vidéo vous a plu, si elle vous a été utile et si elle peut être utile à d'autres, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à la partager. Enfin, n'oubliez pas que le meilleur moyen de nous soutenir, c'est de vous abonner pour encore plus d'actualités, d'avis et de comparatifs. Et pour être sûr de ne rien manquer, rejoignez-nous sur le fil Telegram. C'était Monique Radar, à très bientôt.